Et le territoire ne se porte pas assez bien, ça c'est vrai, mais vous n'êtes pas dans un système autoritaire de répartition du financement. J'ai cité tout à l'heure, j'ai pas cité, j'ai évoqué tout à l'heure l'épargne française. C'est quand même qui ne s'investit pas dans les activités économiques, c'est quand même, ça crève le cœur qu'elle s'en aille dans les fonds spéculatifs, hein. Franchement, surtout que l'histoire a déjà été écrite une fois, hein, on a vu ce que ça donnait. D'ailleurs, on voit bien ce que ça donne aux États-Unis. Les petits blancs dépossédés. N'oubliez pas que les petits blancs américains qui n'ont jamais retrouvé du travail, que l'on retrouvait, il faut voir à quel truc, c'était des gens qui avaient hypothéqué 3 fois leur maison avec la recharge hypothécaire. Et en France, on a voulu nous vendre la recharge hypothécaire. On a fait, moi j'étais au Conseil d'État à l'époque, on va arriver à un projet de loi, recharge hypothécaire. Posons la question, disons, mais au fait, quel est l'intérêt de faire ça? On dit, c'est comme aux États-Unis, très bien, d'accord. Donc on a voté, enfin le Parlement de l'époque a voté cette loi permettant, mais heureusement, la prudence légendaire des Français, le sentiment du bas de laine, a fait que le Français n'a pas fait de la recherche hypothécaire, heureusement. Heureusement, parce que je l'ai dit, et voyez ce que ça donne en Amérique, ça donne Trump, hein, le petit blanc complètement. Il fallait écouter les reportages, qui c'était. Hein. Des fois, on serait cru en France, le petit blanc qui dit ah oui, moi j'ai peur pour mon emploi, ils partent tous au Mexique, ils partent en Chine, on serait cru en France. Et en plus, le pays a perdu sa grandeur. On avait tout ce discours. On arrive à des excès quand même de la mondialisation dans sa version financière. Rentabilité financière, pression de productivité, dernier élément de pression, le salarié. Par rapport à la mondialisation, qui effectivement presse le salarié, et puis avec l'élection de Trump hier, on peut être très inquiet pour notre avenir. Hein, quel va être notre futur président de la République ou présidente? Est-ce que ça ne pourrait pas être Marine Le Pen? Je commence moi à me poser quand même sérieusement la question. Donc moi j'aimerais savoir un petit peu ce que tu penses. Moi je fais quand même la différence entre tous les autres partis politiques avec ce parti politique d'extrême droite. Moi j'en pense pas du tout, personne ne sait, on n'a pas la boule de cristal. Il va bien falloir... Je ne suis pas mieux placé qu'aucun citoyen pour en penser quelque chose, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il va bien falloir quand même qu'on se dise qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut réagir pour que ces gens-là n'aillent pas voter à l'extrême. On le dit depuis 10 ans. Hein. Oui, mais au plus. Mais ça augmente tout le temps, alors... Mais on a fait, tout parti confondu, je m'excuse de le dire, tout parti confondu, on a fait tout ce qu'il fallait pour ça. Je m'excuse. Oui, ça, alors là... Enfin, la grande inquiétude à l'échelle mondiale, c'est qu'il y a les États-Unis aujourd'hui, et aussi d'autres pays qui sont maintenant dans la même mouvance, qu'on appelle les pays populistes, et on sent une montée dans beaucoup de pays autour de nous. Et c'est quand même, c'est inquiétant pour... Oui, mais une fois qu'on s'est inquiété, il faudrait se demander comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé là. Surtout comment on peut faire pour en arriver ça. Oui, mais comment on en est arrivé là, puis comment on fait pour s'en sortir. Parce qu'après, il va être trop tard. Hein. Moi, personnellement, je milite, j'ai d'ailleurs un article qui paraît dans son hebdomadaire national demain, je milite pour une grande conférence qui remette l'Europe dans le bon état de marche, ce qui la remette sur ses pieds, avec plus de démocratie, une meilleure collaboration des pays qui peuvent avancer ensemble, un euro moins rigide, parce que ça joue son rôle, on ne jette pas l'euro, mais on essaie de l'assouplir parce qu'il est d'une rigidité incroyable par rapport à des économies hétérogènes, la fin de la règle d'or du déficit budgétaire, le retour aux investissements, qu'un certain nombre de prix Nobel sont quand même en train de demander tout le temps à l'Europe. Ils ne comprennent pas pourquoi l'Europe est la seule zone du monde qui organise sa propre récession, hein, franchement. Bon, donc, ça, des projets comme ça, qui pourraient être sur la base d'un référendum d'ailleurs, des projets qui laveraient le péché du référendum qui a été trahi ensuite par le traité de Lisbonne, des projets comme ça qui seraient des projets de reconstruction, quand un système comme l'Europe marche aussi mal qu'il marche aussi mal dans tous ses aspects. Brexit l'a encore montré, enfin, on peut prendre tous les domaines, en dehors de la PAC, mais la PAC est plus ancienne, c'est quelque chose qui marche. On ne jette pas ça, bien sûr. On peut faire du transfert de compétences, là où ça marche. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment, dans une zone de concurrence libre et non faussée, où le monde entier peut venir investir. Alors l'Europe ne se protège pas depuis l'acte unique de 1985, le monde entier peut investir en Europe, mais l'Europe ne peut pas investir dans le monde entier. Et là, je parle de tous les pays européens. On explique aux citoyens,
qu'on remet ça, on remet un traité, c'est jamais que les États qui se réunissent pour signer un traité. Et ce qu'un traité fait, un autre peut le faire autrement. Donc, je ne dis pas que ça se fait d'un claquement de doigts. Un pays comme la France est en situation d'exiger cela. Là-dessus, moi, je suis... Il est dans une situation... Sans la France, il n'y a pas de droit. Moi, il n'y en a pas. Je trouve même que dans certains pays, les gens, moi, je trouve qu'ils chipotent beaucoup de choses, quoi. Pour être concret, je pense à la Grèce. Oui. On est allé à Athènes. Oui, tu m'as dit que tu as été très frappé. Ah, moi, je suis très, très frappé par ce que nous avons vu à Athènes. C'est un peuple que l'Europe a totalement, comment je pourrais dire, asphyxié. Et je trouve ça inadmissible. Toujours pour aller vers les 3%, etc. Oui. Mais bon sang, comment on s'en est sorti après la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale? On a bien, quand même, comment je veux dire, on a supprimé, on a aboli un certain nombre de dettes. D'ailleurs, si l'Allemagne est repartie. Deux fois a vu abolir sa dette. Et moi, je sais. Voilà. D'ailleurs, un économiste avait proposé quelque chose d'intelligent. Il avait dit la dette grecque, elle ne la remboursera jamais. Il y a les banques, dans le cas, la transformer en investissement. Comme ça, elles auront le retour sur investissement. Et en investissant, on relance le pays. C'est pas stupide, puisque les banques ont le temps d'attendre. De toute façon, ils ont les États derrière elles pour garantir. Personne n'y perdait. C'était quand même pas une idée stupide. Si on veut trouver les systèmes, il y en a. Mais si on veut faire la leçon à l'Europe entière pour le plus grand bien de l'Allemagne, parce que c'est le résultat. Je ne dis pas que. Parce que si tous les pays d'Europe faisaient la même politique, ça ne marcherait pas. J'en parlais avec le directeur de Doc Avicole, qui est précisément allemand, il était tout à fait d'accord avec ça. Tant qu'on n'a pas vu le problème, l'Allemagne peut continuer toute seule à faire sa compétitivité sur le dos des autres Européens en réalité. Mais c'est une affaire qui ne peut pas durer encore une génération. C'est bien clair. Donc, on a des politiques à courte vue qui disent l'Europe, c'est un truc formidable, c'est sensationnel, c'est parce qu'on n'a pas assez expliqué, on n'a pas su la faire aimer, mais si on l'expliquait dans sa réalité aux Français, ils découvriraient qu'elle est encore plus épouvantable qu'ils ne pensent dans son fonctionnement. Et là, je vous parle comme juriste, comme quelqu'un qui a été amené à transposer des directives, qui connaît le fonctionnement des traités. Il n'y a pas tellement de Français, y compris journalistes, qui savent vraiment ce qu'il y a dans les traités. Moi, je le sais. Eh bien, si on explique ça aux gens, ils vont dire mais c'est encore bien pire que ce qu'on avait imaginé. Et encore, si on avait sacrifié la démocratie, vous faites la super pub pour Le Pen. Si on avait sacrifié, oui mais écoutez, je suis en train de dire comment on en est arrivé là. Parce que vous n'êtes pas européenne. Attendez, je suis européenne de toute autre façon. Voilà. Vous comprenez? Moi je dis, il faut quand même regarder comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé là? Par aussi la compromission de toutes les élites nationales, parce que les gens ont parfaitement compris qu'il n'y a pas la méchante Europe et qui nous fait des misères, et c'est pas ça. Leurs gouvernants ont voulu que l'Europe soit comme ça. Ils ont, en France en tout cas, et ailleurs aussi sans doute, ils ont parfaitement compris ça. Donc je termine. La première partie, c'est de dire c'est un système épouvantablement non démocratique, et si au moins, au prix du sacrifice de la démocratie, l'Europe organisait la prospérité de ses peuples, il lui pardonnerait peut-être, mais n'avoir ni la démocratie, ni la prospérité, ni d'ailleurs l'indépendance vis-à-vis des États-Unis. On ne peut pas parler avec la Russie, enfin bon, on a un continent qui n'a même pas son indépendance stratégique. Si on n'a ni l'un, ni l'autre, ça finit par se voir. Mais j'ai pas dit que l'Europe était une super réussite surtout. Ça a fini par se voir. C'est vrai que la PAC est le truc qui marche, mais c'est pas parce que la PAC marche que le reste ne marche pas en plus. L'Europe à 28, 29 maintenant, c'est invraisemblable. C'est totalement invraisemblable. Donc c'est la première partie. La deuxième partie, c'est dire, puisque l'Europe ne marche pas, reconstruisons-la, et nous avons le devoir impératif de créer une autre Europe qui cette fois soit démocratique, prospère et si possible indépendante et qui marche. Et pour cela, il y a des techniques qui s'appellent les renégociations de traités. Quand on a fait le TSCG, qui a été le coup en trop, parce que là les gens ont vu, qu'on leur imposait par en haut l'austérité, alors que c'est ce que voulaient leurs dirigeants, y compris les dirigeants actuels, il faut bien le reconnaître. Bon. Quand on a fait le TSCG, comment ça s'est passé? Quelques États ont dit, on va s'imposer la règle d'or, on va faire un traité. La Grande-Bretagne a dit, moi j'en suis pas. Ils sont pas fous. Eux, ils voulaient la souveraineté sur leur économie, ça leur a pas si mal réussi d'ailleurs. Bon. Donc on a dit très bien, on va faire un traité intergouvernemental. Donc les pays qui étaient d'accord pour faire le TSCG dans la zone euro se sont mis ensemble et ils ont rédigé le TSCG, ça a pris 6 mois. Eh bien si vous voulez rédiger un traité différent,
Ça vous peut prendre 6 mois aussi avec des États qui le voudront. Et ces États créeront une Europe qui pourrait être un effet d'entraînement lorsque les autres pays seront à un niveau fiscal ou social suffisant aussi pour les rejoindre. On ne peut pas travailler en se faisant concurrence toute la journée. Qui est-ce qui a dit que l'Irlande pouvait faire un impôt sur les sociétés à 12% quand le nôtre est à 33%? Mais c'est une honte. L'affaire Google, c'est une honte de voir des choses pareilles. Qu'on ne vienne pas nous dire qu'il est normal que l'Europe fonctionne ainsi. Mais malheureusement, elle a été construite d'une manière telle que si on ne fait pas une modification forte et ambitieuse, on ne la remettra pas sur les pieds. Et il faut remettre l'Europe sur ses pieds. Et non pas dire nous ne voulons pas, nous sortons, nous ne voulons pas de Schengen, nous ne voulons pas de l'euro, nous sortons de tout ça. Tout ça marche mal, c'est certain, mais nous rebâtissons la maison. C'est ce que... De toute façon, si on n'a pas une Europe qui est reconstruite, on ne s'en sort pas. Dans le monde actuel, il faut une Europe. Absolument. Il faut une Europe, c'est bien clair. Quand vous parlez aux Chinois, les Chinois ils disent oh là, tous ces pays entre vous, nous on voit l'Europe. C'est normal. Et l'Europe sociale. Oui. L'Europe sociale. Pardon. Et pour cause, on n'a même pas une Europe économique. Comment on aurait une Europe sociale? On est bien d'accord. Il y a une époque où on nous a tous charmés avec l'Europe sociale, on jouait du violon, alors qu'en même temps, on s'acharnait à faire l'acte unique, la libération complète des capitaux, la concurrence des travailleurs entre eux. Il y a un projet là, sur des salaires médians, oui, au niveau de l'Europe. Oui, il y a un projet de la France. Alors moi, j'en sais pas plus. Hein. Oui, la France a demandé que soit rediscutée la directive sur les travailleurs détachés, mais ça, on arrive. Je dirais que c'est quand même la moindre des choses. Les élections seront passées quand on aura discuté. Moi, je voudrais revenir au ras des pâquerettes.